Gauan edo Atxaldeon. Nous allons cet après-midi traiter d'un sujet relativement compliqué pour ceux qui ne sont pas en permanence sur le chantier. Donc, les invités de ce jour et moi-même, on va essayer de faire au plus simple et de façon à ce que ceux qui sont le plus loin de ce sujet de la PAC s'y retrouvent. J'avais envie de dire pardon pour le fait que nous ne sommes que 4 mecs ici ou que 4 hommes. C'est pas totalement de notre responsabilité, mais voilà, à l'heure qu'il est, nous ferons avec ceux qui sommes là. Quelques mots avant de lancer les invités. Pour vous dire que la PAC, c'est pour les paysans quelque chose de très important. Que d'abord, en tout début d'année, en janvier en général, ce sont des déclarations ovines pour ce qui concerne notre région, puisqu'ici il y a beaucoup d'ovins laits en particulier. Un peu plus tard, ce sont des déclarations de bovins. Et puis, aux alentours du mois d'avril, ce sont les déclarations de surface. Depuis un certain nombre d'années maintenant, nous faisons tout ça par informatique. Alors vous imaginez bien que nous ne sommes pas du tout tous au même niveau devant cette machine miraculeuse. Donc beaucoup d'entre nous ont besoin de se faire aider, en plus que ces déclarations-là ne sont jamais simples et on y demande un niveau de précision assez important. En tout cas, les déclarations PAC, c'est vraiment un peu le casse-tête des paysans au printemps. Et puis, à l'automne, c'est la période de la récolte. C'est la période où arrivent effectivement, en général, les premiers montants de la PAC et qui sont souvent très, très appréciés par beaucoup de paysans. Nous ne pouvons pas le nier. Et puis, vous imaginez bien que s'ils sont appréciés, je mets au regard de ça le fait que le revenu de beaucoup de paysans en France et au Pays Basque sont largement en dessous de la moyenne du reste des citoyens. Et le chiffre qui court beaucoup ces derniers temps et qui marque vraiment, c'est ce tiers des paysans en dessous de 350 € de revenus mensuels. On ne va pas le débattre, il est sans doute vrai, en tout cas il est révélateur d'un niveau très bas de revenus et il intègre les aides PAC qui plus est. Donc les aides PAC, c'est quelque chose de très important pour les paysans. Et puis, je ne vais pas me priver de vous dire que pour les citoyens autour de nous, en général, c'est plutôt quelque chose qui fait sourire ou des fois qui leur permet de se moquer un peu en leur disant, vous, de toute façon, si vous avez des soucis, vous levez les bras au ciel et il y a du soutien qui tombe. Je voudrais dire par là que, en fait, la PAC, c'est une politique publique dont on ne fera pas l'histoire, mais en fait qui a été mise en place avec les 6 premiers pays de l'Europe, donc dans les années 60, 58 à 62. Politique publique qui avait plusieurs objectifs, et entre autres celui de nourrir les populations européennes, puisque à ce moment-là, au sortir de la guerre, c'était quand même très compliqué, mais qui avait aussi la volonté de rendre les produits de l'alimentation accessibles aux citoyens, ce qui est aussi tout à fait louable, et qui avait entre autres aussi un objectif majeur qui était celui de faire en sorte que le revenu des paysans soit décent et en tout cas qu'il se rapproche de celui du reste des citoyens. Politique publique, je veux le dire, c'est pas exceptionnel à l'agriculture. Des fonds qui sont orientés sur un secteur de l'économie, il y en a dans tous les secteurs de l'économie. Ça n'est pas du tout propre aux paysans. Et les 15-20 premières années de politique publique, elles ressemblaient à d'autres politiques publiques de l'économie française. Et en parlant de politique publique, j'ai presque envie de faire une comparaison qui peut permettre de glisser. C'est le débat de demain avec cette histoire de gilets jaunes dont on ne parlera pas. Mais voilà
Voilà un lieu avec les taxes, par exemple, qui sont le contraire des subventions, de gérer une politique publique pour faire orienter, les consommations, pour orienter les choix des consommateurs. En fait, la PAC, c'est globalement une politique publique et elle a longtemps été gérée, effectivement, par le soutien des prix, la garantie des prix sur les marchés, etc. Beaucoup de règles. Par contre, jamais de règles des maîtrises de production, ce qui fait qu'en fait, de 60 à 70 déjà, on est rentré dans une période de surplus de production pour un certain nombre de productions, et qu'à partir de là, jusqu'aux années 90, la PAC, elle a dépensé beaucoup d'argent à payer, entre autres, des surplus, puisque Edgar Pisani, qui était fondateur de la PAC, a lui-même, ancien parrain de l'Orama, a lui-même reconnu que quand une politique atteint ses objectifs, et là c'était le cas pour les années 70-75, mais après il faudrait changer de politique. Évidemment, on n'en a jamais changé jusqu'aux années 92, et on reviendra à 92 tout à l'heure. Je voudrais en 2-3 mots quand même donner quelques éléments sur les grandes masses de la PAC. Actuellement et depuis quelques années, c'est 9 milliards en gros pour la France par an. Et sur ces 9 milliards, c'est 82% d'aide directe aux paysans. Donc en fait, ce que les agriculteurs de France touchent, sans aucun engagement quasiment sur les surfaces qu'ils cultivent, totalement déconnectés de ce qu'ils cultivent, concerne 80% de ces 9 milliards. Et puis, à côté de ça, il y a le reste, 18 milliards, qui vont à ce qu'on appelle le développement rural, parce que quelques années après avoir pris ce virage de 92, qu'on développera un tout petit peu derrière, eh bien, il a fallu se mettre à corriger le virage et du coup à se soucier de la transition environnementale, enfin de tout le respect que mérite la terre et l'environnement, etc. C'est ce qu'on appelle le second pilier. Alors, la PAC que nous connaissons ces 30 dernières années, elle fait beaucoup débat en permanence dans le monde agricole, et ça n'est pas étonnant puisque le chiffre majeur bilan de ces 30 dernières années, c'est 560 000 fermes qui ont disparu en France, et aujourd'hui il en reste environ 500 000, 460 000 à 500 000, dont 360 000 en gros sont aidés par la PAC, les autres ne le sont pas du tout, et c'est pas peu nombreux et c'est pas peu l'objet de combat. Beaucoup de fermes sont très peu aidées, et on en parlera plus tard. Et puis, bien sûr, vous vous souvenez peut-être, même si vous ne saviez pas à quoi ça correspondait précisément, 80% des aides vont à 20% des paysans. Il y a effectivement des gens qui touchent le pactole. Voilà, en gros, les masses de la PAC pour la France et par an. Des programmations tous les 6 ans, on vient de le voir dans le film avec Le Foll et son équipe. Donc nous sommes dans une programmation qui va jusqu'en 2020, et nous sommes en train de travailler sur la prochaine PAC qui ira de 2020 à 2027, même si elle démarre en 2022, puisque tout ça, c'est du détail ensuite. En tout cas, pour ceux qui ne sont pas dans la partie. Reste aussi à dire, parce qu'il y aurait énormément de choses à dire, mais que la PAC est notre préoccupation et notre sujet de réflexion à plein de niveaux. Nous, ici, à ELB, au Pays Basque, syndicat affilié à la Confédération paysanne, nous avons une analyse de la PAC et nous avons des propositions pour la PAC qui arrive. Elles seront, entre autres, déclinées demain en fin de matinée sur la table ronde. Au niveau du Pays Basque, dans sa globalité, nous travaillons aussi avec Etxalde, qui est un mouvement autour de la notion de souveraineté alimentaire, à élaborer des propositions pour la PAC. Et c'est aussi, on peut le lire sur Internet, par exemple, au niveau d'Etxalde. Bien sûr, la Confédération paysanne a élaboré et continue de travailler sur la prochaine proposition. En France, à côté des syndicats agricoles,
On a aussi des ONG qui s'intéressent beaucoup à la PAC et au projet de PAC. 33 ONG, 33, enfin une trentaine d'ONG et en particulier la Confédération paysanne font une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC et sont aussi travaillent l'influence auprès des positions du gouvernement. Et puis bien sûr notre coordination européenne, CVC, est présente avec des propositions sur la PAC. Toutes ces propositions, ces dernières années, veulent refonder la PAC autour de l'alimentation. Et si je vous le disais, pour Echalde et la souveraineté alimentaire, c'est aussi vrai pour la Confédération paysanne et pour l'Europe. Et justement, c'est aujourd'hui précisément le thème de cette table ronde, c'est le thème de ce Lorama, proposition pour une autre PAC agricole et alimentaire. On sort de la logique corporatiste paysan pour aller vers une PAC qui concernerait davantage le citoyen et qui retrouverait une vraie légitimité auprès des citoyens. Donc nous allons avoir sur 3 quarts d'heure 3 éclairages différents autour de cette question de la PAC et autour de cette question des propositions pour une PAC agricole et alimentaire. Gérard Chauplain, qui est parrain de l'Ourama, qui est agronome, qui a été animateur de notre syndicat européen ECVC, a publié un livre très récemment qui s'appelle Paysans mutins, et avant Paysans mutins, Paysans demain. Justement, avant son intervention, je lui demanderai de nous dire pourquoi Paysans mutins, parce que ce livre est quand même l'histoire de l'accompagnement de Gérard, de tout le militantisme paysan qui est le nôtre au niveau européen, de tous les combats qu'il a fallu mener. Et puis Gérard nous expliquera derrière comment, depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes vraiment sur une PAC qui ressemble à une locomotive qui a en gros 2 moteurs et qui ne change pas beaucoup et qu'on n'arrive pas à faire changer. Parce que je pense qu'il faut fonder un peu la réflexion sur les années passées. Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, parlera plutôt, lui, des propositions de la Confédération paysanne, finalement, qui sont bien proches de celles que nous portons à ULB, à Echalde et à l'Europe, vous imaginez bien. Et puis, Éric Andrieux, eurodéputé pour le groupe socialiste, qui connaît parfaitement les rouages de Bruxelles, nous lui demanderons plutôt si la PAC de demain peut être une PAC vraiment alimentaire. Voilà, c'est pas une question forcément simple. Et puis 1 quart d'heure, si possible, à chacun d'entre vous, pour que nous puissions après avoir un temps de débat. Gérard, alors Paysans mutins, Paysans demain, ce livre que tu vas éventuellement dédicacer à la sortie, est-ce que tu peux nous dire très très brièvement les raisons de ce Paysan mutin ? Oui, en fait, j'ai écrit ce livre en 2015-2016 et en fait, comme l'a rappelé Mickaël, moi j'ai animé pendant une trentaine d'années un mouvement paysan européen qui s'appelait la Coordination paysanne européenne, qui a participé à la création d'un mouvement paysan mondial qui s'appelle Via Campesina. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, j'habite et je réside toujours à Bruxelles. Et donc j'ai eu envie, en arrêtant ce travail-là, de laisser une trace, quoi, et à la fois de raconter cette histoire de mouvement paysan européen depuis les années 70, et puis aussi de retracer, de mon point de vue, l'évolution de la politique agricole pendant toutes ces années, toutes ces réformes que j'ai suivies depuis là où j'étais. Et l'idée d'appeler Paysans mutins, Paysans demain, que mon éditeur a accepté, j'ai eu de la chance, c'était parce qu'en fait, les organisations dont, par exemple, est sortie la Confédération paysanne, la Confédération paysanne est issue de regroupements d'autres organisations paysannes, mais ça s'est passé pareil dans d'autres pays.
dans une dizaine de pays, dans les années 70 ou au début des années 80, il y a des paysans qui se sont mutinés, c'est comme ça que je l'appelle, qui se sont mutinés à la fois contre ce qu'on appelle en France le productivisme. Et le productivisme, c'était vraiment aussi une conséquence de la première PAC. Comme a dit Mickaël, il fallait produire. Ben, on a produit, et on a eu des montagnes d'excédents grâce aussi aux instruments de la première PAC jusqu'en 92 qui ont poussé à ça. Et il y a des paysans qui se sont lancés là-dedans aussi et qui ont pris conscience des dégâts sociaux, des dégâts sur leurs fermes. Et ils commençaient aussi à se rendre compte un peu des dégâts environnementaux. Et donc, ils se sont mutinés contre le productivisme, mais en même temps, ils se sont mutinés contre les organisations classiques dans lesquelles ils ne se sentaient pas représentés. Ici, en France, vous avez un bel exemple, c'est la FNSEA, mais il y a pire en Europe. Il y a des régions qui sont encore plus mal loties que vous. Mais, et j'ai l'habitude de dire que ces syndicats, en fait, qui sont là quand même pour défendre les paysans, c'est assez particulier parce que c'est un syndicat qui milite pour la disparition de ses membres. Donc c'est un peu bizarre comme organisation. Mais enfin, j'en reste là pour ce point-là. Et je pense que pour comprendre la politique agricole aujourd'hui, comme l'a suggéré Mickaël, il faut revenir à... Il y a deux PAC, en fait. Il y a eu une PAC de 1962 et 1992, donc là où on a produit. On a fait plein d'excédents, ça coûtait très très cher au budget. Et donc l'Union européenne a laissé couler encore pendant 10 ans, les dépenses augmentaient. Les pays tiers n'étaient pas contents parce qu'on renvoyait plein d'excédents à bas prix en Afrique, en Amérique du Sud, etc. Donc ça criait de partout. Les États-Unis n'étaient pas contents parce l'Union européenne taillait des croupières sur les marchés d'exportation, que les États-Unis pensaient que c'était que pour eux. Et donc en 92, il a fallu... l'Union européenne a dû modifier. Et donc, ces organisations paysannes, elles se sont créées aussi pour modifier la PAC, pour modifier la première PAC. Et le problème, et je dirais la défaite en race campagne à ce moment-là, c'était que l'Union européenne, en lien avec les négociations internationales du commerce qui se déroulaient en même temps, qu'on appelait le GATT à ce moment-là, on était en pleine négociation, et bien la PAC a été réformée d'une façon assez radicale, mais pas du tout comme on le demandait. Et aujourd'hui, on le paye encore aujourd'hui, c'est-à-dire que le cadre de la politique de la PAC d'aujourd'hui est le cadre de la réforme de 1992. Et donc, entre 1992 et la réforme maintenant qui est sur la table, il y a eu, donc, si on compte celle de 92, il y a eu 5 réformes. Mais ces réformes sont une espèce de mise en application progressive de la grande orientation de 1992. Et la grande orientation de 92, c'était... Avant, on avait un marché européen, et donc il y avait une politique à l'intérieur de ce marché européen. Et en 92, on ouvre grand les fenêtres et on mondialise l'agriculture en lien avec les règles du commerce nouvelles règles du commerce international. Et donc, on abaisse les prix européens. On l'a fait production par production, mais en mai 92, on a baissé d'un seul coup le prix des céréales de 35-36%, d'un seul coup. Et dans les boulangeries, moi, j'ai continué à acheter le pain au même prix. Ça veut dire qu'il y a des milliards d'euros ou de francs à ce moment-là qui ont été empochés par ceux qui achetaient les céréales beaucoup moins chères et qui les transformaient et les vendaient au même prix qu'avant. Voilà. Et ça, c'est été un peu le moteur, un des moteurs principaux de la réforme. Ça veut dire qu'on va baisser les prix au niveau européen et on va donc approvisionner l'agro-industrie et la distribution avec des produits agricoles beaucoup moins chers. Beaucoup moins chers, à des prix mondiaux qui sont très souvent en dessous des coûts de production européens, mais souvent aussi en dessous des coûts de production d'un peu tout le monde. Et donc, avant, on avait des prix, il y avait des prix garantis, il y avait chaque année des négociations sur les prix qui duraient des nuits entières, et on a remplacé quelque part la discussion sur les prix par une discussion sur les primes. Donc, pour compenser la baisse des prix, l'Union européenne a inventé en 92 justement des aides PAC dont on parle maintenant. On en parle comme s'il y en avait toujours eu. Et
Et donc, on a essayé de compenser la baisse des prix par des aides PAC à l'hectare. Nous, on fait partie d'organisations qui voulont plutôt de soutenir les personnes plutôt que les hectares. Mais sur cette question-là, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas gagné. Et donc, on est passé d'aide au prix, de soutien des prix sans limite. On pouvait produire avant sans limite de production, c'est ce qui a fait exploser les montagnes d'excédents. Et on est passé à des primes aux hectares sans limite aussi. Donc si vous aviez 1000 hectares, vous aviez 1000 primes, et si vous avez 2 hectares, vous avez 2 primes. Et avec la prime que vous aviez sur les 1000 hectares, vous pouviez racheter les voisins. Et donc cette PAC, qui a commencé par le secteur des céréales, a beaucoup contribué à agrandir des exploitations et à concentrer les exploitations. Et après, plus vous étiez grand, plus encore vous aviez de primes. Enfin, et on est encore dans ce processus-là là aujourd'hui. Et le deuxième moteur important, c'était que l'Union européenne, depuis toujours, a mis comme une des premières priorités de sa politique agricole, nous on dirait première priorité, nourrir la population européenne. Mais quand on regarde les propositions de la Commission européenne, c'est toujours d'être compétitif sur le marché international. Donc ça se traduit par priorité à l'exportation. Et si on veut exporter, avant, dans la première PAC, on avait des prix européens qui étaient élevés, donc c'était difficile d'exporter, puisque nos prix on n'était pas compétitifs. Donc on donnait une aide aux exportateurs pour qu'ils puissent rabaisser le prix d'exportation. Ça s'appelait des aides à l'exportation. Et tous les pays tiers ont rouspété, c'était les années 70, parce qu'on faisait du dumping, on vendait à des prix trop bas. Les États-Unis faisaient la même chose. Et donc les États-Unis et l'Union européenne, c'était en 1993, se sont entendus et ça a défini les nouvelles règles du commerce international, parce qu'à ce moment-là, c'était les États-Unis et l'Union européenne qui dominaient le marché mondial agricole, donc c'est eux qui fixent les règles. C'est toujours les plus puissants qui fixent les règles, ou c'est trop souvent les plus puissants qui fixent les règles. Et donc ils ont fixé des règles pour continuer en fait à exporter sans qu'on puisse les accuser de dumping à l'exportation. Alors je passe les détails parce que ça va devenir trop technique, mais aujourd'hui, donc on continue avec d'autres instruments et les aides PAC qu'on donne aux agriculteurs. Si vous avez des produits qui sont exportés, ça revient aussi à financer l'exportation. Donc on est passé d'aide à l'exportation à des aides camouflées à l'exportation, mais qui sont agréées dans l'accord international, ils ont le droit de le faire. Et les pays tiers n'ont pas le droit de les attaquer à ce qui est devenu maintenant l'Organisation mondiale du commerce. Donc, je ne vais pas en dire plus là-dessus, mais on peut développer si vous avez des questions là-dessus. Et donc aujourd'hui, la PAC actuelle et la prochaine PAC s'inscrivent directement dans cette ligne où pratiquement on ne parle que de comment on va distribuer ces primes PAC. Si on les distribue mieux, plus équitablement, les gros, les petits, avec un peu plus de conditions environnementales ou pas. Et c'est ce que j'appelle comment on colore la locomotive, quoi. Si on dit que la PAC est une locomotive, quoi. Mais les moteurs de la PAC, c'est ce que j'ai expliqué avant, quoi. Et si on veut vraiment changer vraiment le fait que les agriculteurs tirent leurs revenus des prix et pas des aides, eh bien, il faut vraiment changer le moteur et mettre un aiguillage pour changer la direction. Et avec la PAC qui est sur la table, il n'y a pas de changement de moteur. Alors, on peut très bien repeindre un peu plus social, un peu plus environnemental la PAC, et ce sera très bien. Et on y travaille. Mais fondamentalement, ça ne va pas faire que... on ne va pas arrêter l'hémorragie grave du nombre d'exploitations agricoles, sauf dans certaines régions comme ici. Et voilà. Donc, moi, je pense que si on veut que les citoyens aussi se réconcilient un peu avec l'Union européenne et avec la politique agricole et qu'ils aillent même jusqu'à la défendre ou à la promouvoir, ce qui est pas le cas aujourd'hui. C'est aussi, si c'est pas le cas, c'est parce qu'elle n'a pas de légitimité
elle est légitime en termes légaux parce qu'elle a été adoptée par les instances officielles, mais elle n'a pas de légitimité économique puisqu'on ne peut pas baser une économie agricole sur la vente à perte. Or, avec la réforme de 92, quelque part, on institutionnalise de façon structurelle des prix qui sont des prix du marché mondial, qui sont sans connexion, souvent sans connexion avec nos coûts de production. Et donc, quelque part, la vente à perte ne devient pas juste un aléa lié à la météo, mais ça devient quelque chose de structurel. Si vous suivez les crises laitières récurrentes depuis 10 ans, eh ben, les producteurs de lait vendent toujours à perte. Depuis 10 ans. Les prix sont en dessous des coûts de production. Des fois, ils sont très, très en dessous des coûts de production. En ce moment, ils sont un peu plus près des coûts de production, mais quand même. Donc, il faut, si on veut changer de PAC, il faut une légitimité économique. Et pour ça, il faut avoir des prix qui seront en connexion avec les coûts de production. Mais Laurent en parlera. Et il faut aussi une légitimité sociale. Parce que c'est les contribuables qui payent le budget de la PAC. Donc, il y a 9 milliards qui arrivent, a dit Mickaël, pour la France. Et donc, ça, c'est nous tous qui les payons. Et donc, c'est pas normal qu'il y ait une toute petite minorité d'exploitation qui reçoivent la plus grande partie de ce qu'on paye au budget de la PAC. Donc, il faut plus d'équité dans la répartition des aides PAC. Et là, même à l'intérieur de la PAC d'aujourd'hui, là, il y a des possibilités de mieux répartir. Pour ceux qui ont vu le film tout à l'heure, il y a le meilleur instrument, je pense, de redistribution vers les petites exploitations, par exemple celle du Pays Basque, c'est le paiement redistributif, c'est-à-dire qu'on donne une prime plus importante aux premiers hectares. Après, elle peut être beaucoup plus importante. Et ça, c'est assez efficace. Et voilà, la Commission européenne propose que ce soit obligatoire. Donc c'est très bien. Après, ça va être la négociation, un peu comme on va voir dans le film. Pour l'instant, au niveau du Conseil, ils sont plutôt partis, mais Eric en sait sans doute plus que moi, pour que cet instrument, qui est un instrument intéressant, soit facultatif. C'est-à-dire que les États qui veulent le faire, le font. Je pense que la France continuera à le faire. Mais d'autres pays qui en auraient bien besoin vont sans doute pas le faire. Mais c'est une bagarre. J'espère que ça va rester obligatoire et que la France mettra un paiement redistributif plus élevé qu'actuellement. On a besoin aussi, bien sûr, d'une légitimité environnementale. Il suffit d'ouvrir n'importe quel média ou journal pour... je ne vais pas vous faire le dessin, mais on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, la PAC a une légitimité environnementale forte. C'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est pareil en termes territoriaux. Si vous allez en Castille, vous avez des centaines et des centaines de villages qui sont complètement vides, qui sont abandonnés. Et vous avez plein de régions en France où il y a vraiment des problèmes d'exode rural, d'abandon des services, de tous les services, etc. Par contre, vous avez des régions où la production agricole s'est concentrée. En France, pas mal, notamment au niveau élevage, beaucoup dans l'Ouest, où les céréales, dans les grands bassins céréaliers, qui ont des terres plus riches. Mais c'est pareil dans d'autres pays, près des ports d'importation, Rotterdam, Anvers, Tarragona ou Ravenne en Italie, et puis les deux, Lorient et Brest. Et vous avez là la concentration des grands élevages industrialisés, qui sont près des importations de soja. On pourrait parler pendant 1 heure de l'importation de soja, mais on peut en parler si ça vous intéresse, parce que c'est au cœur de la machine de la PAC aussi. Donc là, il faut rééquilibrer les productions entre les territoires. Par exemple, moi j'habite en Belgique, il y a du jambon d'Ardenne. L'Ardenne, c'est pas seulement un département français, c'est une grande région en Belgique. Il y a du jambon d'Ardenne, mais les cochons, ils viennent de Flandre. Ils sont transformés en jambon, et parce qu'il y a il y a plus beaucoup de cochons. Mais c'est comme ça dans beaucoup de régions où il y avait des bons produits qui ne sont plus des bons produits parce que la matière première vient d'ailleurs, quoi. Et il faut une légitimité en termes de santé publique. Si on manger, ça a une grande influence sur notre santé. Or aujourd'hui, je le disais ce matin, pour ceux qui étaient là ce matin, c'est le chiffre de 2014 pour la France, 20 milliards d'euros. Le coût de l'obésité, c'est 20 milliards d'euros. Alors, ce n'est pas directement lié à la PAC, mais c'est lié au système alimentaire et à tout ce qui va avec. Et
je crois que ça, c'est le chiffre d'il y a quelques années. Je crois que c'est beaucoup plus aujourd'hui. Mais au niveau de l'Union européenne, il y a 30 000 personnes qui meurent chaque année parce qu'ils chopent des bactéries résistantes aux antibiotiques. Faites attention si vous allez dans un hôpital. Et quand vous allez dans le sud des Pays-Bas, là où il y a une grande région d'élevage porcin très intensif, si vous allez chez le médecin parce que vous vous sentez malade, la première question qu'il vous demande, c'est est-ce que vous êtes agriculteur ? Est-ce que vous êtes allé récemment dans une ferme ? Et si vous répondez oui à une des deux questions, c'est la quarantaine. C'est la quarantaine parce que vous êtes susceptible d'être porteur d'une bactérie résistante aux antibiotiques. Donc vous êtes dangereux, quoi. Donc, et bien sûr, c'est les agriculteurs les concernés en premier. Et bien sûr, on a besoin d'une légitimité internationale. Je vous ai dit que voilà, on continuait à exporter des produits agricoles à des prix qui sont inférieurs à nos coûts de production. Ça, c'est pas juste. On ne devrait pas avoir le droit de faire ça. Et on continue à le faire avec la poudre de lait vers l'Afrique ou avec plein d'autres produits. Et ça, c'est pas correct pour les économies agricoles des pays tiers. Voilà. Donc. Oui. Merci. Et juste pour finir en une phrase, pour revenir au titre du livre, je dirais que les paysans mutins d'aujourd'hui, il y en a un certain nombre ici, au Pays Basque, les paysans mutins d'aujourd'hui sont d'utilité publique. Merci Gérard. On reviendra dans le débat sur ce que tu peux nous dire. Je veux juste peut-être te préciser un détail. Au Pays Basque, LB est tout à fait favorable aux 52 premiers hectares, en tout cas à la majoration des premiers hectares, mais on a aussi une revendication spécifique petite ferme, enfin Laurent le reprendra sans doute, mais auquel on tient beaucoup, et avec quelques autres régions de France, et où on demande une aide spécifique pour des toutes petites fermes. Alors, avant de passer la parole à Laurent, je fais le lien avec le film pour ceux qui l'ont vu, où on a vu l'équipe de Stéphane Le Foll, précédent ministre de l'Agriculture, négocier à Bruxelles, c'est vrai, en 2 jours et 2 nuits, avec son équipe de 10 mecs et une pauvre dame au milieu. Quand la France porte ces positions-là à Bruxelles, c'est qu'elle a en principe déjà eu beaucoup de syndicats, mais aussi d'autres acteurs qui les poussent pour porter des choses et d'autres, etc. Donc là, dans le film qu'on a vu, c'est vrai qu'on a vu porter cette notion de couplage de l'élevage. C'était quelque chose que nous apprécions beaucoup ici. Mais voilà, je veux te dire que Laurent, la Confédération paysanne, elle fait tout ce qu'elle peut auprès des parlementaires, des eurodéputés et aussi, surtout, auprès du ministère pour que la position qu'ils portent à l'Europe soit aussi la nôtre quelque part. Oui. Alors, donc, je me présente en 2 mots. Je suis Laurent Pinatel, je suis paysan, producteur de lait, producteur de viande bovine à côté de Saint-Étienne dans la Loire. Et je suis depuis 2013 le porte-parole de la Confédération paysanne. Je précise depuis 2013 parce qu'en fait, pour ceux qui ont vu le film, dès que ces gens-là en ont eu fini avec la négociation européenne, il se trouve que nous, à la Confédération paysanne, on a changé d'équipe et que tous les deux, on est arrivés avec Mickaël sur cet événement-là et on a négocié avec la même équipe qui était dans le film la déclinaison française de la PAC. Et curieusement, ils n'ont pas fait tout à fait ce qu'ils avaient demandé, exigé à Bruxelles, là, toutes les aides couplées, la majoration. Ils en ont fait que un tout petit peu en France. Tout ça pour dire qu'on est dans une période qui ressemble à celle du film, c'est-à-dire qu'on est re-rentré en négociation pour la prochaine réforme de la PAC, donc dans des mécanismes qu'Éric expliquera peut-être un peu plus. Et effectivement, on nous annonce une PAC pour 2020, donc dès à présent, on négocie. On était mercredi après-midi au ministère de l'Agriculture pour rencontrer un des conseillers de Didier Guillaume, Bruno Ferreira, qui est en charge de la négociation de la PAC. Et donc, on est dans cet espace-temps. Alors, il y a 2 solutions quand on aborde la PAC. C'est de se dire qu'il y a un dossier qui a été proposé, un projet de politique agricole qui a été proposé par la Commission européenne. Je pense qu'Éric y viendra aussi tout à l'heure. Et il y a une position de la France. Donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que syndicat agricole ? Est-ce qu'on doit se conformer à ce projet et dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien et essayer de l'amender ? Ou est-ce qu'on doit le faire un peu comme tu disais, Gérard ? Est-ce qu'on doit, en fait, partir
que devrait être une vraie politique agricole commune. Donc on a fait ce pari à la Confédération paysanne que dans un premier temps, on allait poser sur la table notre projet propre de politique agricole commune en réinsistant sur les mots. C'est une politique. Une politique, elle doit structurer, elle doit accompagner, et du fait, comme elle impacte une grande partie des paysannes et des paysans, on doit s'interroger sur qu'est-ce que l'agriculture aujourd'hui et qu'est-ce qu'on aimerait qu'elle devienne, et aussi se retourner quand même sur toutes les politiques qui ont été pondues par l'Europe et validées par la France depuis ces dernières années, et se demander quels ont été leurs effets. Mickaël a donné 2 chiffres tout à l'heure, enfin plusieurs chiffres, mais entre autres un chiffre sur la disparition du nombre de paysans. La première conséquence de la mise en place de la PAC, la première efficacité, si on peut parler d'efficacité de la PAC, c'est de faire disparaître un gros paquet de paysannes et de paysans de façon assez régulière. Si c'était le but de la politique agricole commune, on peut dire qu'elle a atteint son objectif, puisque ça marche assez bien. Tous les ans, il y a des paysannes et des paysans qui dégagent du paysage. Nous, on estime que ça ne doit pas forcément être ça, une politique. Ça doit être quelque chose qui accompagne un projet de société, un projet autour de l'agriculture. Donc, sur l'aspect politique, on y tient. Il nous semble vraiment qu'on doit poser l'agriculture de demain, en tirant les conséquences de l'agriculture d'hier et de l'agriculture d'aujourd'hui, de ce qui ne fonctionne pas et de ce qui peut fonctionner. Il se trouve que ce qui ne fonctionne pas, c'est plutôt les types d'agriculture qui sont subventionnés et qui orientent dans un sens qui aujourd'hui tend à l'industrialisation de l'agriculture, et en parallèle, de façon très très schématique, mais c'est juste pour poser le débat, il nous semble que les agricultures qui marchent plutôt pas mal, c'est les agricultures qui sont l'objet d'initiatives collectives ou individuelles, mais qui sont hors des sentiers battus. Je pense à tous les gens qui s'orientent vers des systèmes plutôt de vente directe, de circuits de proximité, essayer de remettre aussi de la mixité des productions sur les territoires, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'une des conséquences majeures de la politique agricole commune, c'est d'avoir spécialisé des territoires. Et aujourd'hui, on a, suivant la potentialité agronomique, économique des territoires, on a une spécialisation avec des grandes zones de céréales qui ressemblent à des déserts ruraux dans le centre de la France. Des parties où on fait beaucoup de viande bovine, des parties où on fait énormément de lait et tout ce qu'on peut faire en hors-sol, je pense notamment à la partie Grand Ouest de la France, avec le corollaire qui va avec. Quand on met beaucoup d'animaux dans un même endroit, on a beaucoup d'impact environnemental, parce qu'il y a beaucoup de déjections animales, et c'est là que naît le phénomène des algues vertes. Donc cette ultra-spécialisation qui a complètement tourné la page à l'histoire des territoires, qui a arrivé à entrer dans la tête des gens, notamment des paysannes et des paysans, que être producteur, être paysan, paysanne, c'est plus optimiser les potentialités d'un territoire pour avoir une production qui ressemble à ce territoire, mais c'est simplement de faire ce qu'on peut. Et j'ai pris l'exemple parce que j'étais la semaine dernière chez eux, enfin ceux qui me l'ont rappelé, j'étais dans les Hautes-Pyrénées il y a une semaine. Il y a 30 ou 40 ans, le premier marché au port de France était le marché de Tarbes. Aujourd'hui, il n'y a plus de port dans les Hautes-Pyrénées parce que la spécialisation des territoires, la compétitivité économique font que les ports ils sont aujourd'hui essentiellement dans le Grand Ouest. Donc, toutes ces politiques, il nous semble qu'elles doivent structurer, elles doivent aussi prendre en compte justement ces différences de territoire. Ça veut dire que Mickaël parlait des aides du développement rural, là, les fameux 18%. Il nous semble que ces aides-là, elles doivent compenser les différences de potentialité de sol. On sait très bien que c'est plus compliqué de faire de l'agriculture en montagne parce que les bâtiments doivent être plus costauds, que les hivernages sont plus longs, parce qu'il y a plus de neige, parce qu'il y a l'altitude. Enfin, il doit vraiment y avoir un rééquilibrage sur ces territoires-là par le second pilier de la PAC. Et pour rentrer un peu plus dans le projet de la Confédération paysanne, il nous semble vraiment que la politique agricole commune, la PAC, on doit y rajouter un A, le A de alimentaire, parce que la structuration historique, et voire même préhistorique de notre société, c'est quand même que la finalité de tout un chacun, c'est quand même de finir par s'alimenter, et que si on arrête de s'alimenter, généralement, ça va pas très loin. Oui, ça va pas très loin. Donc, comment on arrive à... Non, mais je pensais aux copains qui sont en grève de la faim autour du grand contournement ouest de Strasbourg, et c'est vrai qu'ils en sont à leur 26e jour de grève de la faim, et on a peur effectivement que ça aille pas super loin, mais ça, c'est une aparté. Par rapport à l'alimentation, elle structure historiquement la vie des villes, des villages, des métropoles, des mégapoles, parce qu'on a tous besoin d'avoir accès à l'alimentation. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que de la même façon que la PAC, elle est inégalitaire dans sa répartition entre les paysannes et les paysans,
Il y a des gens qui touchent des aides, il y a des gens qui ne touchent pas. Il y a des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas accès à une alimentation de qualité parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Il y a même pire, en fait, il y a des gens qui, s'il n'y avait pas la banque alimentaire, crèveraient de faim dans notre pays aujourd'hui. On est quand même encore la 5e ou 6e puissance économique du monde. Ça interroge quand même, que dans un pays ultra développé comme le nôtre, il y a des gens qui soient obligés d'aller quémander le fait de s'alimenter pour pouvoir vivre. Ça veut dire que dans le même temps où on a construit une agriculture à 2 vitesses, cette agriculture qui, je le disais tout à l'heure, est aidée et tend vers l'industrialisation de l'agriculture, parce qu'on est là pour produire, en fait... oui, on va le dire franchement. Enfin, on a une PAC qui aujourd'hui oriente la production agricole pour faire un maximum de volume à des prix minimum pour l'industrie agroalimentaire qui, elle, se porte très très bien, puisqu'il y a des fortunes qui se sont créées dans les groupes agroalimentaires et ils ont tellement fait des grosses fortunes qu'ils ne donnent même pas... Ils ne donnent même pas le niveau de leur compte, ils ne respectent pas la loi. Je pense à Lactalis et je pense à Bigard aussi. Donc on a ces deux trucs qui cohabitent. Des paysannes et des paysans qui ont du mal à avoir un revenu, avec un agroalimentaire en parallèle qui se gave. Et on a aussi dans la société des gens qui ont des difficultés d'accès à une alimentation de qualité. Et il nous semble qu'une politique digne de ce nom, une politique commune, agricole et alimentaire, elle doit réconcilier ces deux enjeux, de créer de l'emploi dans les campagnes, de déspécialiser les territoires, de déconcentrer les productions. Il faut dire franchement aux Bretons que si on continue comme ça ne sera vraiment pas possible. Ça sera vraiment pas possible d'avoir autant d'animaux et autant d'impact sur l'environnement. Et leur dire aussi, les paysans et les paysannes, qu'ils y sont pour rien en fait. Parce que c'est les meilleurs élèves de la PAC. Ils ont fait tout ce qu'on leur a dit de faire. Ils l'ont plutôt fait bien. Ils ont spécialisé leur territoire et du coup ils l'ont impacté. Et comment on arrive à faire marche arrière ? Comment on arrive à faire marche arrière ? Il nous semble que la politique agricole, elle doit aussi accompagner les transitions de système. Elles doivent accompagner les paysans qui sont dans un système à aller vers un autre système. Et ce système, nous, on le veut, construit justement à la Confédération paysanne autour de ces notions d'agriculture et d'alimentation. Et la chance qu'on a, Eric en parlera peut-être après, j'allais dire la chance qu'on a, c'est qu'on a encore un budget conséquent. Enfin, avec 9 milliards d'euros, on arrive à faire quelques bricoles. Et ces bricoles en question, il nous semble qu'elles ne doivent pas être à la marge sur la prochaine PAC. Elles doivent être ambitieuses et accompagner... assez fort, les changements de système qui sont aujourd'hui inévitables. On n'est plus sous la coupe de la PAC de 60, Gérard, tu l'as dit, mais on ne doit plus être aussi sous la coupe de la PAC de 92, qui a simplement fait que, tu le disais sur le pain, il y a des gens qui se gavent au passage. Il y a aussi des gens qui ont tendance à exporter beaucoup. Moi, il y a un chiffre qui me marquait beaucoup. Cet été, on a fait un salon qui s'appelle Innovagri, là, avec la Confédération paysanne. Enfin, c'est pas nous qui l'organisions, mais on y est allé en milieu un peu hostile quand même, le salon des grandes cultures. Il y a 10% du blé produit en France qui est destiné à l'alimentation humaine française. Le reste, ça part soit pour faire manger les poules et les cochons, soit pour aller faire manger le reste du monde, sous prétexte de vertu absolue qu'on va nourrir la planète, alors qu'en fait, on est juste en train de se faire un maximum de profit sur la production alimentaire. Donc cette politique agricole commune et alimentaire, nous, on la veut vraiment sur des axes forts. On veut qu'il y ait des aides à l'actif. On veut qu'il y ait vraiment une prise en compte que quand on est dans un pays comme le nôtre où il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas de travail, que les gens qui créent leur emploi, les gens qui travaillent, qui ont... nous, on est avec Mickaël tous les deux sur nos fermes, on a créé de l'emploi. Il nous semble qu'il doit y avoir une prise en compte du fait qu'on crée de l'emploi, donc une aide à l'actif. Cette aide à l'actif, elle doit permettre d'accompagner l'installation de paysans et de paysannes nombreux, quoi. On va arriver quand même dans les 10-15 ans à venir avec la moitié de la population agricole qui va partir en retraite. Donc là, il y a quand même un enjeu de renouvellement des générations fort. Et le fait d'avoir une aide à l'actif, de pérenniser sur une partie des aides le fait qu'on peut avoir un revenu aussi parce qu'on a un emploi, il nous semble que ça, c'est important. C'est quelque chose qui peut se rapprocher éventuellement de la surprime des 52 premiers hectares, comme l'avait imaginé Stéphane Le Foll, même si elle reste liée aux hectares. Nous, il nous semble qu'il faut vraiment quelque chose qui prenne en compte l'actif. Il faut des aides vraiment fortes à la transition agricole, passer d'un système à l'autre, je le disais tout à l'heure. Il faut prendre en compte les spécificités des régions, c'est-à-dire avoir des aides au handicap naturel. Je disais aussi tout à l'heure, la pente, la montagne. Il faut aussi des aides, Mickaël, tu faisais allusion, aux petites fermes. Les petites fermes, elles font vivre le territoire. Les petites fermes, elles organisent les paysages. Enfin, au Pays Basque, vous voyez, il n'y a pas besoin de le décrire dans tous les sens. Et il nous semble qu'il faut prendre en compte aussi ça, que la politique globale, elle doit favoriser l'émergence de petites fermes. Et si ces petites fermes, c'est bien, les petites fermes, on les aide. Parce qu'on s'aperçoit que les petites fermes, elles résistent beaucoup plus à la disparition, alors qu'elles sont très peu aidées. Et on se dit, mais si on les aide à peine,
on va pouvoir les faire essaimer. Non seulement elles seront plus dans une position de résistance, mais elles seront dans une position offensive, et on peut mettre des petites fermes partout. Et on sait très bien que pour produire une alimentation de qualité, il va falloir changer de système, mais il va surtout falloir diminuer les volumes produits par ferme pour avoir une alimentation de meilleure qualité, une production de meilleure qualité. Et que du coup, si on veut nourrir plus de monde, il faudra plus de fermes. Ça nous semble un peu limpide. Des fois, on se dit c'est même trop limpide que les gens ne comprennent pas, en fait. Enfin, quand on disait ça à Le Foll, il ne comprenait visiblement pas, puisque lui, il disait les petites fermes, si on les aide, en fait, et c'est pas des conneries, hein. Il disait, mais si les petites fermes, on les aide, elles vont perdre en inventivité. Donc, en gros, les gars, ils vont devenir feignants. Ils vont s'asseoir sur les primes et puis ils vont rester là. On ne se pose pas la question, pour les céréaliers qui ont des centaines, voire des milliers d'hectares, de savoir si eux, ils ne sont pas assis sur une rente. Mais par contre, la petite ferme qui va choper 10 000 euros au passage, là, ça pose problème. Celui qui en chope plus 100 000, c'est moins gênant. Ça me fait perdre le fil de mon truc. Donc l'aide aux petites fermes. Après, il nous semble aussi qu'il faut effectivement des aides à l'accompagnement vers des systèmes vertueux. Je pense à l'accompagnement vers les systèmes de maintien ou de conversion en agriculture biologique. Des systèmes qui soient aussi coélaborer avec les régions, parce que l'agriculture, elle n'est pas la même d'une région à d'une autre, les problématiques ne sont pas les mêmes, et il faut que les élus, et ils le demandent, les élus régionaux, puissent aussi proposer des mesures agro-environnementales, comme c'est le cas maintenant, mais il faut aussi que l'État les paye en temps et en heure, ce qui n'est pas du tout le cas. Et là où on a une inquiétude, mais je laisserai à Éric le soin d'y répondre, il nous semble que cette PAC-là, la prochaine PAC, il se peut qu'elle soit reculée, parce qu'il y a des élections au Parlement européen, qu'il se peut quand même que la gueule du Parlement européen, elle ressemble beaucoup à un truc qui s'est passé au Brésil ou en Italie, et ça reste quand même inquiétant. Et que cette PAC, on la balance après, on l'a fait avant, il y a quand même des réponses à apporter par rapport à ça. Mais ce qui est sûr, c'est que la PAC qui est derrière nous, Le Foll, il était super content dans le film d'avoir fait sa réforme, il aura bien fait avant de partir d'en finir l'application, c'est-à-dire d'aller finir de la payer et d'organiser les paiements. On nous dit, tenez-vous bien, aujourd'hui, que si l'argent n'arrive pas dans les fermes, c'est qu'on a un problème de logiciel informatique. Ça fait 3 ans, 4 ans. Donc ça pose quand même problème. Donc voilà, juste pour ramasser tout ça, dire que nous, il nous semble qu'avant de faire une politique, il faut se dire on l'a fait pourquoi, on l'a fait pour qui, avant de dire on l'a fait comment. Et qu'aujourd'hui, il nous semble qu'on prend un peu le système à l'envers en se disant comment on va faire avec le projet qui nous est posé par Hogan, le commissaire européen. Il nous semble qu'il faut dire voilà nous ce qu'on veut, une alimentation de qualité, accessible à tous, des paysans nombreux, des paysannes nombreuses, et qu'à partir de là, quels outils on peut utiliser pour accompagner donc la transition agricole, le maintien de l'agriculture de montagne, l'agriculture biologique, la préservation de l'eau, de la santé, et puis créer de l'emploi paysan partout, parce qu'il y a un vrai enjeu de société, que la société, elle a toujours été, depuis la préhistoire, structurée autour de l'activité agricole, que l'activité agricole, elle a pour but de produire une alimentation, que depuis la nuit des temps, on a décidé que c'était les paysans et les paysannes qui produisaient l'alimentation des concitoyens, et qu'aujourd'hui, on est dans un système où les industriels, par le biais des fermes-usines, sont en train de produire l'alimentation à notre place. Alors, c'est pas qu'on veut garder le bébé parce que c'est fun, c'est juste qu'on est à la veille d'un changement complet de l'organisation de notre société, et que c'est peut-être le temps de se dire, vu que le changement il est là, on va plutôt l'accompagner dans l'autre sens, et on va installer beaucoup, parce que ça nous semble important. Voilà. Merci Laurent. Alors Éric, on ne va pas s'attarder sur la physionomie que pourrait avoir le Parlement européen le prochain coup, parce que je pense que sérieusement, ça nous inquiète vraiment tous, mais ça devrait faire l'objet d'un débat en soi et même d'un séminaire. On va en rester pour aujourd'hui vraiment à cet objectif de PAC agricole et alimentaire. Je pense que sur cet alimentaire, c'est vrai qu'on l'a peu vu en œuvre jusqu'à présent. Donc voilà un quart d'heure pour toi pour essayer de nous convaincre du fait que les eurodéputés y bossent sérieusement. Merci. C'est difficile en un quart d'heure, mais bon, on va le tenter. Promis, on va le tenter. Oui, vous êtes rodé, vous, c'est pas pareil. Mais d'abord, merci de l'invitation. Juste un mot pour Laurent. La gueule du Parlement européen ne sera pas aussi noire que ce qu'il évoque. Donc là, parce nous, on est en France, c'est une chose, mais ça se joue à l'échelle non pas de 28, mais de 27 États. Et les éléments que l'on a aujourd'hui, ça va changer. Il y a des forces en présence qui vont baisser en termes de pouvoir. Mais la vague noire, telle qu'on la présente comme un phénomène de peur, n'aura pas lieu au mois de mai 2019. Donc voilà, je ne sais pas pour vous dire, surtout n'allez pas voter, allez-y, votez pour qui vous voulez. Enfin,
au moins pour des démocrates et des républicains. Après, vous choisissez votre camp, mais camarades, comme dit l'autre. Donc, mais voilà, il faut pas. C'est un souci qu'on a tous, évidemment. Voilà. Sur la question que tu poses, Mickaël, moi j'aime bien les propos de Laurent, parce qu'il pose les questions du sens. En fait, il y a 10 000 ans, voilà, et rassurez-vous, on va faire ça en un quart d'heure, donc ça va aller vite. Hein. Avant le néolithique, nous étions tous des nomades. Voilà. D'ailleurs, ça peut nous interroger sur la question de la migration, telle qu'on la pose aujourd'hui, ici et là, en Europe. Puis ce n'est qu'au néolithique qu'on est arrivé à maîtriser le végétal et l'animal, et qu'on a créé l'agriculture, finalement. Et que l'homme s'est sédentarisé. Et donc on a créé des villages à ce moment-là. Voilà. Et je fais référence à tes propos. Et les villages, bon, comme on a maîtrisé, quand les villages devenaient trop gros, ça n'a pas changé. On commençait à se foutre sur la gueule. Donc on crée un village voisin. Et comme ça, c'est organisé finalement la société que l'on connaît et que l'on connaît aujourd'hui. Si je dois faire un résumé rapide, puisque j'ai compris la contrainte de temps. Mais ça veut dire que tout simplement que l'agriculture, de mon point de vue, répond d'abord, et ça a été dit, à un besoin alimentaire. Voilà. Et que le problème que nous rencontrons aujourd'hui, et malheureusement la PAC, je vais y revenir, n'y répond pas, c'est ce qu'on a sur la table, c'est la question de faire le lien entre l'agriculture, l'alimentation et la santé humaine. Voilà. Or, l'agriculture, de mon point de vue, répond depuis plus de 40 ans maintenant, ou une quarantaine d'années, mais à une évolution de la société telle que nous la connaissons, c'est-à-dire qu'elle n'a pas échappé à la libéralisation du monde. C'est-à-dire, rappelez-vous, dans les années 80, ce que disait Reagan disait l'État n'est pas la solution, c'est le problème. Et Thatcher disait il n'y a pas d'alternative, et ça veut dire au modèle libéral ou ultralibéral du monde. Ça veut dire quoi? Et c'est vrai pour l'agriculture comme tout l'ensemble de l'économie, et ce que nous vivons aujourd'hui, ça c'est ma lecture de la PAC actuelle, donc, c'est que on a décidé de libéraliser le monde en disant, en gros, les écoles d'économistes qu'on a eues devant nous depuis 40 ans, c'est de dire, en gros, il faut enlever toutes les contraintes ou toutes les règles à la production et accompagner les créations de richesses optimales, et ensuite la redistribution se fera finalement par l'impôt. Et ça, quand on le met à l'agriculture, on comprend bien ce qui s'est passé ensuite en 92. Je vais revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Gérard. C'est-à-dire que le premier axe a marché. On a libéralisé, donc vraiment, et ce que disent nos économistes aujourd'hui, c'est qu'effectivement, donc, la question d'enlever les règles pour produire de la richesse, ça a fonctionné, mais le second axe, celui de la redistribution, n'a pas fonctionné. Et que donc nous sommes en échec. Et ça a tellement marché qu'aujourd'hui, on arrive à un monde où tout s'est hyper concentré. La finance s'est concentrée, l'industrie s'est concentrée, la recherche s'est concentrée, et l'alimentaire s'est concentré. C'est-à-dire qu'on a créé autour de nous, avec ce phénomène-là, donc, un phénomène de concentration qui dépasse l'entendement. Quand aujourd'hui, dans le monde, on a 8 personnes au monde qui concentrent le revenu de la moitié de la planète, on doit s'interroger de savoir si la société qu'on a accompagnée, tous autant que nous sommes d'ailleurs, droite et gauche confondues, là je parle pour la famille à laquelle j'appartiens. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas un séminaire politique, donc, mais c'est pour donner la lumière de l'agriculture, mais on a accompagné cette construction-là de la société. Et pour ce qui est de l'agroalimentaire et de l'alimentation, on a dévoyé le sens même de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on arrive à un phénomène aujourd'hui, et vous le savez, le monde du vivant est concentré autour de 3 grandes multinationales, qui sont Bayer, qui sont Syngenta et Syngenta, et qui sont Duponto, une société allemande, une multinationale chinoise et une multinationale américaine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un agriculteur, quand un agriculteur pense qu'il a le choix de la semence, je ne parle pas des marchés parallèles donc, ou de la semence paysanne, donc ce sur quoi je suis en accord à 110% avec ce que défend la conf là-dessus. Je parle des grands marchés de la semence. Les agriculteurs n'ont pas le choix de la semence, puisqu'on leur impose. Quand nous croyons-nous qu'on a le choix, quand on achète des légumes, je ne parle pas une fois de plus des marchés, et c'est là où vous avez une initiative d'excellence ici. C'est pour ça qu'il faut sortir du Pays Basque, et là j'ai ce regard européen. Nous n'avons pas le choix des carottes qu'on achète, des tomates qu'on achète, des poivrons qu'on achète. On nous impose de fait le choix de notre alimentation. Et je reviens à ta question. Ça, c'est une question majeure du moment. Et je me dis, ce que nous avons laissé faire, je crois
que par la loi et par le droit, nous devons inverser. C'est que ce qu'a fait la loi ou ce qu'a défait la loi peut le refaire. C'est ça l'enjeu qui est devant nous aujourd'hui. Et quand je pousse plus loin l'analyse, et je reviens à 92, dès lors qu'en 92, comme ça a été dit tout à l'heure par Gérard, on change de PAC et qu'on fait rentrer l'agriculture dans l'OMC, ça s'appelait le GATT, ça veut dire tout simplement, je le dis avec d'autres mots, qu'on considère que l'agriculture est une économie comme les autres, on tue l'agriculture au sens du lien entre l'agriculture, l'alimentation et la santé humaine. Parce que dès ce moment-là, dans les échanges internationaux, je ne parle pas de multilatéralisme, parce qu'il allait échouer, mais dans les échanges bilatéraux, donc, eh bien, on considère que le produit agricole, le fait agricole, a la même valeur qu'une voiture, qu'une fusée, qu'un avion, qu'un service. Ce qui n'est pas vrai aujourd'hui. Et que du coup, dans tous les accords que nous passons aujourd'hui, que ce soit avec le CETA, avec les Canadiens, que ce soit celui qui n'a pas abouti avec le TTIP, avec les Américains, ou le Mercosur, ou celui qui est en perspective, donc je ne parle pas du Japon, là, mais avec l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, on voit bien que l'agriculture est toujours une forme de valeur d'ajustement dans les accords. Et qu'on n'hésite devant rien au nom de la financiarisation de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui de faire disparaître un modèle civilisationnel au nom de la financiarisation. On est dans ce moment-là de notre histoire. Et moi, je trouve que ça, c'est une situation qui est très, très grave. Et là, aujourd'hui, on a dévié parce que la main sur l'agriculture, c'est l'agro-industrie qui l'a prise et c'est l'agrochimie qui l'a prise. Et au nom de la financiarisation, c'est eux, quand Laurent dit c'est pas la faute des paysans, non. C'est pas la faute des paysans bretons. Moi, j'étais dans le Finistère la semaine dernière. Alors, ça évolue. Hein. Vraiment, je trouve... Ils sont à 44% d'agriculture biologique dans le Finistère. Il y a une conscience forte. Il y a du boulot à faire qui se développe sur la question de la qualité de l'eau, du sol, etc. Donc, ça signifie quoi? Qu'aujourd'hui, il est temps, ça c'est mon positionnement au Parlement européen, de se poser les vraies questions du sens. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'agriculture à laquelle on aspire? Et là, Laurent l'a dit tout à l'heure, si on veut une agriculture qui fasse un lien avec l'activité, l'emploi et les territoires, on sait orienter le modèle. Moi, j'ai commis un rapport il y a 2 ans sur l'agriculture et la PAC et l'emploi. En 54 ans de politique agricole commune, il n'avait jamais été fait une évaluation du rapport entre l'argent public de la PAC et l'emploi généré sur les territoires. Alors que la PAC est le principal budget, était jusqu'à présent un des principaux budgets avec la cohésion de l'Union européenne, et que l'emploi et le problème du chômage des jeunes est une des principales, si ce n'est la principale préoccupation de l'Union européenne. Et bien, comme par hasard, entre les objectifs de l'emploi et les moyens dédiés, on n'avait jamais fait le lien entre objectifs et moyens. Et on a démontré à travers ce rapport-là, et vous en avez la connaissance, qu'effectivement la PAC avait plus détruit d'emplois et de territoires que ce qu'elle en avait généré, et qu'elle avait accompagné à la concentration. Et pourquoi? Parce que l'agro-industrie, et ce n'est pas l'agriculture méditerranéenne ou celle du sud de l'Europe qui est en cause, c'est plutôt, je dirais, celle du nord. Dans tous les cas, c'est les constats que nous avons posés. Eh bien, elle a isolé volontairement ces 3 dimensions, l'agriculture, de l'alimentation et de la santé. Parce qu'elle a concentré les moyens sur le fait agricole. C'est pour ça qu'on a perdu en légitimité, ça c'est ma lecture, donc aujourd'hui, en considérant que c'était une économie comme une autre, avec des rapports où ils ont eu le souci de capter le maximum d'aide publique, donc au détriment du sens même de l'agriculture. Et qu'on voit bien dans l'histoire récente comment le rapport à la santé humaine s'est développé, comment on a créé les agences. Je suis aussi président de la commission pesticides au sein du Parlement européen, et c'est un exercice précieux pour comprendre ces logiques-là, parce qu'on voit bien que sur l'homologation des pesticides sur le marché, si vous voulez, au cours, et ça va sortir le 6 décembre, donc je vous le dis en avant-première, là, on voit bien que cette procédure d'homologation, au fil du temps, a été guidée par l'agrochimie, si vous voulez. Parce qu'on voit là le poids des lobbies qui entrent en jeu et on voit bien les moyens qui sont derrière tout ça. Quand vous avez 3 grandes multinationales qui concentrent la recherche industrielle et qui isolent finalement la recherche publique qui est totalement atomisée, comment le rapport de force est différent aujourd'hui? Et que du coup, la question du sens, je le redis, elle est vraiment posée dans cette PAC-là. Est-ce que oui, nous devons mettre en place une PAC qui fasse le lien d'abord à l'alimentation? En gros, on sait l'agriculture qu'il faut aujourd'hui. Il faut une agriculture qui aille vers une agriculture qui capte le carbone, une agriculture qui gère mieux la ressource en eau, une agriculture qui permette de gérer l'émission donc, de gaz à effet de serre donc, et d'azote. Et on sait comment y répondre. Il faut revenir au sens premier de l'agriculture en mettant de l'agronomie, comme ça a été dit, en utilisant aujourd'hui l'agriculture de précision, mais au regard des objectifs bien précis,
Donc, et pas ceux que certains industriels veulent développer encore. Et donc mettre sur la table le modèle auquel nous voulons aspirer. Pourquoi ? Est-ce que c'est une agriculture qui investit que la qualité par rapport au climat et le rapport à l'environnement, qui prenne en compte la question des sols, de l'eau et de l'air ? Et on sait vers quoi il faut aller comme modèle. On veut aller vers du bio, on peut aller vers de l'agriculture conventionnelle, de l'agriculture raisonnée, donc, ou de l'agriculture de conservation. On sait vers quoi il faut aller. Et qu'effectivement, je pense que si on va vers une agriculture qui crée du lien avec la qualité alimentaire, avec l'enjeu nutritif, ça a été dit, sur les questions d'obésité, avec un enjeu clair sur la biodiversité, on sait vers le modèle vers lequel il faut aller. Et quand on arrive dans un moment, et vous le savez, où on observe, nous on est là au Parlement pour lire beaucoup d'études, donc ça sert au moins à ça, qu'il y a plus de 80% en biodiversité d'insectes qui ont disparu ces 30 dernières années, qu'il y a 30% des oiseaux qui ont disparu en France, ça c'est l'étude faite par le Muséum d'histoire naturelle et le CNRS, 30% d'oiseaux en moins ces 30 dernières années. Quand on voit ce que ça représente en termes de disparition par rapport à tous les pollinisateurs, et au premier rang les abeilles, au niveau français et européen, ces 10 dernières années, on doit se poser des questions. Et quand on voit du point de vue de la santé humaine, la question qu'on a en matière de fertilité, les problèmes qu'on a en matière de puberté précoce, les problèmes qu'on a en matière de cancer, de maladies orphelines, c'est pas la peine là de faire des grandes études. Mais parlez autour de vous, regardez les jeunes filles de 9 ans ou de 10 ans. Parlez avec des jeunes de 30 à 40 ans. Et posez-leur des questions. Et vous verrez que le phénomène est massif aujourd'hui. Ce n'est pas un petit souci. Et ça, c'est le mérite d'avoir fait ça pendant 6 mois, de bosser avec bon nombre de chercheurs et d'experts au niveau européen. Sur ces questions-là et les questions de perturbateurs endocriniens, on ne peut pas ne pas faire le lien entre, je dirais, l'assiette et la santé humaine. Et ça, c'est les questions majeures qui nous sont posées, auxquelles la Commission européenne ne veut pas répondre au nom de la financiarisation de l'agriculture et au nom du poids de certains lobbies pour définir le modèle agricole. Et ça, c'est la question politique, de mon point de vue, qui nous est posée maintenant. Ce qui signifie très simplement que si l'on veut mettre en place une politique publique, comme tu l'as dit, agricole et alimentaire, il faut totalement changer le concept même de la PAC, voilà, et conditionner avec force les aides publiques à un modèle agricole. Et moi, je fais partie, je vous le dis, je ne parle pas au nom de la majorité du Parlement européen, mais à mon nom propre, des parlementaires qui disent que la PAC n'a pas vocation à aider toutes les agricultures. Voilà. Et qu'effectivement, les agricultures qui répondent aux items politiques que nous posons ici, ceux de la qualité, ceux liés à la santé humaine, celles qui vont intervenir sur le sol, sur l'air, donc, ou sur l'eau, celles qui vont mettre un accent sur la création d'activités et d'emplois, sur les zones les plus fragiles, etc., etc. Mais celles-là, elles méritent, de mon point de vue, une orientation de l'aide publique beaucoup plus conséquente que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et ça, c'est le préalable. Après, les outils, ce qu'on a vu dans le film, là, on trouve toujours des outils pour répondre à ces questions-là. Le paradoxe que je rencontre moi au Parlement européen, c'est que ce débat-là, sur le fond politique des grandes orientations, nous n'avons pas d'espace pour l'avoir. Ça peut vous paraître paradoxal, mais on a une Commission européenne, dans l'Union européenne, qui a une vision très libérale du monde, qui est toujours axée sur cette même vision, et tu l'as dit excellemment Gérard tout à l'heure dans ton propos, qui est celle d'une vision libérale, où on continue à aligner nos produits sur les marchés mondiaux, les prix bas des marchés mondiaux, et qu'on ne se pose plus les vraies questions de sens du rôle même de l'agriculture et du lien à l'alimentation. Et moi, je pense que nous devons, en responsabilité, recréer ce lien entre agriculture, je le redis, c'est un triptyque fort, alimentation et santé humaine. Et que là-dessus, j'ai envie de dire que depuis 2 ans qu'on mène ce combat-là, et on est nombreux à le mener, les choses évoluent dans la conscience citoyenne, très fortement. Les choses évoluent dans le secteur de l'agriculture. Et moi, je le vois essentiellement, parce qu'on tourne beaucoup, dans les nouvelles générations, mais pas que. Mais là où ça bloque le plus, finalement et paradoxalement, c'est chez le politique. Voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, qui doit nous interroger, et je le rencontre au quotidien, parce qu'on a effectivement une vision encore très conservatrice, donc, de la vision de l'agriculture, parce que c'est confortable finalement, et plus facile de distribuer les aides à quelques-uns que de penser au plus grand nombre. Donc, effectivement, la question de la territorialité, l'évocation d'une ruralité vivante et du rôle de l'agriculture, ou que doit avoir l'agriculture pour revitaliser des territoires, et des zones de montagne, des zones de massif, des zones de piémont, donc, ou des zones de plaine ou périurbaines, doit être, de mon point de vue, au cœur du débat. Ce n'est pas le cas dans la PAC actuelle. Donc nous essayons, dans la PAC actuelle, avec le document qui est sur la table, je parle à mon nom et au nom de certains autres, de faire au mieux, donc, pour essayer d'inverser.
Nous avons pour nous le calendrier, c'est-à-dire que cette PAC-là ne sera pas aboutie dans ce mandat-là, voilà, ça c'est clair, et que ça laisse une ouverture pour, ensemble, je crois, reposer et essayer de reconquérir, je vais dire, ce débat-là qui n'aurait jamais dû échapper au Parlement européen, en particulier, parce qu'on est censé vous représenter, en particulier le secteur de l'agriculture. Et je terminerai là-dessus. Malheureusement, la Commission de l'agriculture du Parlement européen, lorsqu'on parle de conflit d'intérêts, si vous voulez, donc, est certainement le lieu européen, alors peut-être ça peut vous choquer ce que je vais dire, donc, qui rassemble le plus grand nombre de conflits d'intérêts. Pourquoi ? Et parce que la plupart des parlementaires européens sont également, ou eux, ou leurs fils, ou leurs épouses, si vous voulez, donc des agriculteurs, et pas sur les petites exploitations, mais la plupart sur les grandes exploitations. Et qu'effectivement, je pense qu'en matière d'objectivité, on a un mal fou à faire passer la réflexion sur le fond de l'avenir du modèle agricole européen. Voilà. Et que c'est un souci qui n'est pas mineur. Il faut savoir que ça existe, mais c'est un combat qu'il faut que l'on mène. Et là, pour le coup, les syndicats, on dit ici, voilà, donc dans le Pays Basque, ont un rôle à jouer considérable. Et que dès lors qu'il y a des perspectives et qu'il y a un calendrier établi, il faut que collectivement, nous travaillions donc, sur ces éléments d'échange que nous avons posés aujourd'hui. Et si ensemble, on travaille en démocratie, il faut faire des majorités. On l'a vu tout à l'heure dans le film, c'est pas facile de faire des majorités. Mais pour faire des majorités, il faut avoir la conviction de tel ou tel modèle de façon très claire. Et le combat, il doit être mené. Parce qu'effectivement, je considère aujourd'hui que la situation est grave. Et Laurent l'a dit tout à l'heure, dans cette PAC qui est devant nous, de mon point de vue, l'essentiel même de la PAC devrait être l'aide à la transition du modèle de l'agriculture. Nous sommes en 2018. On est à 30 ans, je vais arrêter là-dessus pour de bon, de 2050. En 2050, tout le monde s'accorde à dire qu'on sera entre 9 et 10 milliards d'habitants sur la planète. Tout le monde s'accorde à dire qu'effectivement, la question majeure qui est posée, c'est comment nous allons alimenter ces 9 à 10 milliards d'habitants sur la planète. Autour de nous, parce qu'en 89, ça ne vous a pas échappé, le monde a changé, donc il y a d'autres États-continents qui se sont développés depuis 89. Nous avons des États-continents, que ce soit la Chine, l'Inde, le Brésil, pour en prendre que quelques-uns, qui ont compris l'enjeu de 2050 et qui mettent en place des véritables stratégies agricoles et alimentaires, donc au regard de ces 30 années qui sont devant nous, avec des moyens dédiés beaucoup plus importants que ce que nous le faisons au niveau du continent européen. Le continent européen, dans cette séquence-là, va être le seul continent au monde qui va avoir des aides à l'agriculture et à l'alimentation en diminution. Or, nous réfléchissons sur une PAC qui va aller de 2021 à 2027. C'est-à-dire qu'on va préempter 10 ans des 30 ans qui sont devant nous. La situation est grave. Et là où, à côté de nous, nos États continents voisins travaillent sur des visions de stratégie alimentaire donc, au niveau mondial, nous, on est en train de se replier sur nous-mêmes. On est à contre-courant de l'histoire. Et ça, c'est un vrai combat que nous menons avec le commissaire, si vous voulez, parce qu'on ne partage pas ces visions. Il n'y a pas, dans la PAC actuelle, de vision stratégique donc, ou d'ambition pour le continent européen. Et donc, au lieu de ça, nous, on est en train de renationaliser la PAC, je ne vais pas embrayer là-dessus, c'est-à-dire de diviser une politique commune, si vous voulez, à travers les 27 États pour la mise en œuvre, ce qui est un non-sens absolu. Dans un moment où la PAC va être diminuée de 15% dans l'état du budget que nous avons sous les yeux, et pour ce qui est du développement rural, la baisse sera de 27%. Voilà. Donc c'est ça la réalité du moment. Et là-dessus, le combat est engagé entre le Parlement et le Conseil pour essayer, pour le moins, de maintenir les enveloppes budgétaires pour que l'on puisse encore parler de politique agricole commune. Et dans ce moment-là, dans un moment où nous aurions vraiment besoin de commun, c'est-à-dire que le continent européen puisse s'exprimer en tant que continent européen, nous sommes en train de procéder à l'inverse et de diviser les forces en présence, alors que là, dans ce moment-là de l'histoire, il serait essentiel de pouvoir discuter avec nos voisins à l'échelle mondiale. Je vous remercie. Voilà. Je pense que nous allons passer au débat. En tout cas, merci aux trois intervenants. Il me semble qu'il y avait là à la fois de quoi comprendre la PAC dans l'essentiel de son fonctionnement et puis des interventions plutôt politiques que techniques, puisque dès qu'on rentre dans la technique de comment fonctionne en particulier la Commission européenne, le Parlement, etc., vous savez, si vous n'êtes pas de ce réseau-là, vous êtes tout de suite perdu. Donc moi, je les remercie d'être beaucoup restés sur le politique et puis... à vous pour le débat.
Bai. Marchand da? Badut micro bat, nahi duenak galda dezala. Que celui ou celle qui veut poser une question me demande le micro. Oui, bonjour, Nicolas Jacquet dans les Landes. Je crois qu'il y a 3 intervenants qui doivent me connaître, ou au moins il y en a certains depuis un petit moment. Donc moi je suis paysan dans les Landes, je suis venu en tant que voisin. Je suis connu parce que je suis dans le réseau coordination rurale aussi. Ce qu'il faut voir effectivement, comme disait Eric Andrieux, c'est que si demain on est 9 à 10 milliards d'Européens, c'est grave s'il n'y a plus de paysans en face. Non seulement en France, mais dans l'ensemble des pays du monde. Parce que, on le disait, nos politiques basées sur l'exportation et en même temps sur l'importation, parce qu'il faut que l'un alimente l'autre, détruisent également les agricultures d'autres pays. Il y a 25 ans, on disait oui, c'est le soja qui rentre, qui nous oblige à faire que du blé, qui déstabilise toutes nos productions. Maintenant, ils ont trouvé un autre système avec le développement de l'agriculture en Ukraine et en Russie. Cette année, il y a 20 à 21 millions de tonnes de maïs ukrainien qui vont rentrer dans l'Union européenne. La production de la France, c'est 13 millions de tonnes. Donc ça veut dire ce qui va venir d'Ukraine, c'est plus que ce que la France produit. Bon, ça n'arrive pas à Bayonne, mais en France, ça va arriver à Dunkerque, à peu près 1 million de tonnes, et puis ça arrive à Tarragone, ça arrive à Santander, etc. Et l'agroalimentaire et les géants du grain ont trouvé ce système parce qu'à chaque fois qu'ils font rentrer 1 tonne de maïs dans l'Union européenne, ils réexportent 1 tonne de blé vers les pays du Moyen-Orient, les pays du Maghreb, l'Afrique subsaharienne, etc. Pareil, je dirais un petit peu pour les huiles. L'Europe ne produit que 35% de ses besoins en huile végétale. Et le pire, c'est qu'on en fout une grande partie dans nos bagnoles pour faire du diester. Et à côté de ça, on importe de l'huile de palme. Alors on va faire manifester les paysans en disant « oui, il faut que vous manifestiez pour qu'il n'y ait pas d'huile de palme dans le carburant ». Mais en contrepartie, l'huile de palme, elle rentre dans l'alimentation humaine, comme dans le pot de Nutella, etc. Donc on est en train de déstabiliser un petit peu tout. Et nous, ce qu'on leur réclame depuis longtemps, c'est une exception agriculturelle à l'OMC. Parce qu'en fait, tous ces dérèglements sont apparus avec le libre-échange au niveau de l'OMC. Et je crois qu'il est grand temps qu'on arrive à contrôler un petit peu nos importations. Et c'est indispensable pour redéfinir une politique agricole. Parce que si on a des importations qui viennent déstabiliser des marchés, on n'arrivera jamais à être compétitif en face. Et vous parliez effectivement de l'Inde et du Brésil, qui sont des grands pays qui ont des politiques agricoles. Moi, entre autres, je produis des plantes médicinales. J'ai essayé d'en vendre, enfin au Brésil, je n'ai pas fait de démarchage, mais des Brésiliens m'en demandaient, j'en ai vendu pendant 2 ans. La 2e année, les douaniers brésiliens ont bloqué le conteneur 1 mois sur le port. La 3e année, mon client m'a dit « Oh, j'ai développé une production locale ». L'Inde, un Indien m'appelle et il veut un échantillon de plantes médicinales. J'envoie un échantillon. Il n'a même pas pu récupérer l'échantillon. Les douaniers lui ont interdit d'obtenir l'échantillon. Parce qu'ils ont compris que je n'avais pas à vendre ces productions dans ces pays et qu'ils devaient développer leur production eux-mêmes. Ici, c'est tout le contraire. La règle, c'est le libre-échange. On n'a pas le droit de critiquer les importations. Tout est importé, exporté. Et donc, nous, ce que l'on réclame, c'est une exception agriculturelle. Ce n'est pas une fermeture des frontières. C'est la même chose que ce qu'on a fait avec la culture à partir de 1992 ou 93, pardon. C'est-à-dire qu'on fait des quotas, un petit peu d'importation. On importe ce qui nous intéresse. Mais le but, c'est comme dans la culture, de préserver la création, qu'elle soit artistique ou agricole, en Europe. Et je pense qu'il est grand temps d'aller là-dedans. Et ce n'est pas la Commission européenne. J'ai lu les dernières propositions de la France par rapport à la PAC. Là, c'est un petit peu inquiétant. On est dans plus de verdissement, dans une répartition des aides où maintenant il y aura des aides agricoles pour la forêt. On ne pourra plus compter sur les aides pour survivre. Merci. On va essayer de ne pas être trop long et les réactions donc, de la tribune le plus bref possible pour qu'il puisse y avoir d'autres gens qui puissent aussi poser des questions ou poser des positions. On en prend plusieurs alors visiblement. Bonjour, Eric Tremblin, je ne suis pas agriculteur et je ne connais rien. Est-ce que les
pays continents dont vous avez parlé tirent les leçons des erreurs qu'a fait l'Europe, à votre avis? Vous m'avez entendu, non? Oui, oui, j'ai entendu. Est-ce que les pays continents que vous avez mentionnés, dans leur stratégie de développement, ont tiré les leçons des erreurs que l'Europe a faites? Très vite. Alors, sur la seconde question, je ne sais pas ce qu'envie de dire, je pense envie de vous proposer d'inverser la question. Est-ce que l'Europe a pris des leçons sur des... Parce que tout ça, c'est très itératif, finalement. Et ça rejoint un petit peu aussi la première question. Comme ça, je vais faire les deux. Moi, j'ai fait une émission, je vais l'illustrer par un exemple. J'ai fait une émission au Brésil au printemps en tant que parlementaire européen. Et effectivement, je peux vous le dire ici, le Brésil, alors là, il y a eu quelques élections, ça ne vous a pas échappé ces derniers temps, mais prenons l'exemple avant les élections, je ne sais pas ce qui va se passer, mais d'ailleurs, je ne suis pas surpris du positionnement des agriculteurs, des grands agriculteurs brésiliens dans l'élection brésilienne. Mais oui, effectivement, le Brésil peut nourrir le monde. Voilà. Moi, j'étais dans le Mato Grosso, qui est le centre du Brésil, si vous voulez, et effectivement, c'est assez impressionnant, puisque vous parcourez pendant des jours et des jours, c'est 4 jours, sans interruption, vous roulez au milieu de maïs OGM et de soja OGM pendant 14 jours durant sans interruption. En gros, l'agriculture du Brésil, elle est assez simple. C'est qu'on déforeste, ce que j'en ai vu. Je parle du Mato Grosso, c'est le centre. Hein. On est sur des sols pauvres, hein. Donc on met beaucoup d'engrais. Voilà. On plante du soja OGM, on récolte. En fait, oui, du glyphosate, mais pas du glyphosate en petite dose, si vous voulez. Donc, hein. On met du maïs OGM, on récolte, reglyphosate, 2 récoltes par an. Voilà. Et au milieu, et ça c'est pour le marché européen, hein. Donc c'est les tourteaux, tout ce qui vient sur le marché européen, Dixit, ceux qui nous ont accueillis. Et au milieu, vous avez des troupeaux de vaches importants qui pèsent au milieu de ces champs-là. Et nous avons visité un abattoir qui abattait 1800 vaches par jour, abattoir de taille moyenne, nous ont-ils dit. Et en fait, on était plusieurs, on a cherché la traçabilité de la viande. Vous savez qu'en France ou en Europe, vous pouvez accéder par le jeu des étiquettes à l'animal que vous consommez. Là, la traçabilité de la viande, c'était tracé au lot, disait-il. Donc on a cherché à savoir ce que c'était que le lot de vaches. En fait, le lot, c'est le nombre de vaches abattues par jour dans l'abattoir. En fait, il trace à 1800. Et c'est viande à destination marché européen. Donc, c'est un lot, si vous voulez. Donc, voilà. Donc la question qui nous est posée, même par rapport aussi à la question agriculturelle, c'est de savoir, et je fais le lien avec l'alimentation, est-ce que c'est de cette agriculture-là ou de ces aliments-là que nous voulons, donc, au niveau européen? Voilà. Et qu'effectivement, quand on est sur les accords de libre-échange, si vous voulez, et qu'on négocie 89 millions de tonnes de viande avec le Mercosur, dont le Brésil, et on voit bien ce que ça peut impacter comme économie sur le mode d'élevage européen. Et quand vous ajoutez les 55 000 tonnes avec le CETA, les 99 000 tonnes donc avec le Mercosur, plus ce qui va arriver de l'Australie, etc., et qu'on sait ce que ça représente en termes de qualité donc alimentaire, on ne parle pas des mêmes choses. Mais par contre, à terme, ça veut dire que nos élevages à nous Français, si on ne change pas le mode d'approche, sont voués à disparaître. Dans 15 ans, moi je dis dans 15 ans, si on ne prend pas conscience de la situation, vous n'aurez plus ni de bonne de la Critaine, ni d'Aubrac, ni... je ne parle pas de Quintoa, c'est un autre sujet donc, ici, mais c'est ça la question qu'il nous a posée. Et quand on va voir les Danois ou les Néerlandais au niveau européen qui nous disent, mais nous, attendez maintenant, nous sommes compétitifs, comme ils disent, si vous voulez, donc avec 1500 vaches par exploitation, eux, ils vont disparaître dans les 20 ans. Parce que si on ne régule pas, et quand vous tournez vers la Chine, aujourd'hui, on arrive à des unités en Chine, il n'y en a pas 50, mais ça existe, à 100 000 vaches. Et il y a un projet en Espagne, je ne sais pas si vous savez, de 24 000 vaches, que j'ai entendu, ou 23 000 vaches. Donc, on est sur... les questions du modèle se posent excellemment aujourd'hui. Donc, quand vous dites, est-ce que les autres ont tiré les leçons du continent européen? Non, parce que dans un monde ouvert, sans règles, si vous voulez, ou tel qu'on le vit aujourd'hui, je ne parle pas des règles des contrats, hein, c'est un autre sujet, mais ça veut dire que c'est... Comment dire... Quand je parlais tout à l'heure d'économie libérale, après je vais être très bref, mais je voulais que je dise ce mot-là, c'est qu'on a pensé quoi? On a pensé qu'en ouvrant le marché mondial,
on allait développer des grosses entités économiques qui, à un moment donné, allaient se stabiliser, s'équilibrer. Or, on a créé une société de gloutons. C'est que tant qu'on est le plus gros mange toujours celui qui est en dessus de soi. Et celui auquel on est arrivé aujourd'hui, je vous ai dit les 3 groupes sur l'agrochimie, là, mais sur la distribution, le problème du revenu de l'agriculteur, et vous le savez, donc, on a beau faire des omnibus, on a beau faire des règles pour que l'amont, le professionnel s'organise, si vous voulez, et c'était mon combat depuis 3 ans, là on va y répondre par la loi. Si on ne répond pas par la loi, le pouvoir de l'aval de la distribution est tellement fort qu'il mange la valeur entre la production, la transformation et la distribution. Et que si vous ne répondez pas à une harmonisation des règles sur la valeur par la loi, moi c'est mon constat, donc ça ne marche pas. Ça ne marche pas, sauf dans les appellations. Enfin, il y a d'autres sujets de régulation, mais donc c'est un sujet qui n'est pas mineur. Donc est-ce que les autres ont tiré la leçon des fautes de l'Europe? J'allais dire, je ne sais pas qui a raison, qui a tort. Ce qui me paraît dramatique, c'est qu'on ait abandonné les éléments de la régulation et les éléments de gestion de crise, de gestion de marché. C'est que les derniers quotas qui ont disparu, les quotas laitiers ou sur le sucre, fait qu'aujourd'hui, quand le commissaire européen, j'arrête là parce que je suis très long, gère la crise laitière, je le lui ai dit, il gère la crise laitière par la faillite. Quand on a trop de production ou trop d'offres par rapport à la demande, il y a plusieurs façons de régler le problème. Il y a des outils pour le régler. En ne faisant rien, on tue les plus petits et on permet aux plus gros de s'en sortir. Et de fait, le nombre de petits qui disparaissent, c'est moins de production en lait, quoi. Mais on sait où ils disparaissent. Ils disparaissent ici, dans le Piémont, dans les zones fragilisées, dans le Béarn, etc. Ils ne disparaissent pas près des grands centres de production. Et ça, c'est un problème de conception et de politique agricole. Et donc, c'est un vrai sujet. Et sur la question de l'agriculturel, en 2 mots, oui, moi je suis assez favorable à l'expression agriculturelle, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas travailler sur les échanges. Moi, je suis pour sortir l'agriculture des accords de libre-échange en l'État. C'est qu'on sorte de l'agriculture, qu'on ne considère plus l'agriculture comme un secteur de l'économie comme les autres. Pour moi, c'est un secteur d'exception, j'ai envie de dire. Enfin, parce qu'il il est censé alimenter la planète. Rapidement sur la notion d'import-export et d'exception agriculturelle. Nous, à la Confédération paysanne, la question qu'on se pose, c'est si on accepte une exception agriculturelle, est-ce que ça veut dire qu'on est pour le libre-échange du moment que nous, on n'est pas concernés ? Nous, clairement, on est contre le libre-échange, que ce soit agricole ou industriel. Il nous semble que de toute façon, le libre-échange, il est toujours en train de tailler ceux qui sont les moins compétitifs, c'est-à-dire ceux qui ont le plus de protection sociale, ceux qui se sont dotés d'un cadre de vie acceptable. Et qu'on va toujours exploiter les plus faibles pour pouvoir aller tailler des marchés sur ceux qui vivent correctement. Donc nous, on n'est pas pour une exception agriculturelle, on est pour l'arrêt de cette compétition mondiale sur tous les produits. Ce qui peut se compléter, mais c'est pas tout à fait pareil quand même. Et après, sur la notion d'import-export, là, on touche carrément au modèle, quoi. J'entends le maïs qui vient et le blé qui part, mais est-ce que... j'ai bien entendu que c'est pas la FNSEA qui parlait, mais moi, à un moment, quand la FNSEA parle, je me dis, mais est-ce qu'ils s'entendent parler quand ils disent il faut absolument fermer nos frontières à la viande sud-américaine et il faut absolument ouvrir les frontières chinoises à la viande française. Enfin, au bout d'un moment, ce discours débile, parce que c'est débile de penser comme ça, ce discours, il ne peut pas tenir. Et du coup... Quand j'entends de dire oui, l'importation, il faut arrêter les importations, mais est-ce qu'il ne faut pas se recentrer sur l'espace économique européen, de se dire sur cet espace économique-là, comment on arrive à organiser les productions, comment on arrive même à la réorganiser, c'est le dossier, le volet relocalisation que porte notamment Mickaël à la Confédération paysanne nationale, à organiser les productions à l'échelle d'une petite région. Et du coup, on réinterroge, et je rejoins complètement Éric Andrieux là-dessus, le modèle dans lequel on inscrit l'agriculture. Nous, il nous semble qu'il faut vraiment une réflexion politique de fond pour penser la prochaine PAC. Et en fait, on n'est pas sur une réflexion politique de fond, on est sur des histoires de calendrier, de réglementation, de directives, et il n'y a rien de politique là-dedans. Et donc, sur ces histoires de fermer ou ouvrir les frontières, on peut pas, il nous semble que c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment se poser sur la question du modèle. Aujourd'hui, comment on organise la production au niveau européen, comment on empêche la compétition aussi à l'échelle européenne entre les gens qui ont des droits sociaux complètement
spoliés entre des gens qui, pas très loin d'ici, exploitent de la main-d'œuvre en transition, en transit, en migration, de façon complètement délirante, et d'autres qui se sont dotés d'outils de protection de leurs travailleurs qui sont nobles et qui sont vertueux. Il faut déjà qu'on interroge le modèle économique européen, comment on arrive à organiser la vie, se dire comment on achève un peu la construction européenne, plutôt que de laisser au milieu du gué tout le volet social et tout le volet vivre ensemble sur un espace économique. Aujourd'hui, on voit qu'on est plutôt dans un repli sur soi. Je ne veux pas déraper sur d'autres sujets, mais il y a quand même des trucs un peu délirants. Et voilà, on a plus de... Pour paraphraser un peu ce que disait Gérard hier soir, on a quand même aujourd'hui plus de capacité à mettre des barrières qu'à ouvrir des frontières et qu'à accueillir. Et on a beaucoup plus de réactivité pour gérer des crises porcines que pour gérer des crises migratoires. Et ça doit quand même interroger sur le niveau politique des gens qui nous dirigent au niveau européen. Et je ne te mets pas forcément dans l'eau, Eric. Oui, moi, je simplement compléter très court. Je pense qu'il faut remettre le commerce international à sa juste place. Le commerce international a une place, mais la priorité de l'agriculture en Europe, ça doit être de nourrir les Européens. Ça n'empêche pas d'importer et d'exporter, mais en ne faisant pas de dumping à l'exportation et par nos importations de ne pas faire du dumping vis-à-vis de nos propres producteurs. Et donc c'est en termes de priorité. Mais il y a toujours des pays de par les frontières